Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir mes positions de la semaine, ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu. On verra surtout pourquoi je l'ai fait. On parlera du Bitcoin, de PayPal, de Pernod Ricard et de MicroStratégie, principalement dans cette vidéo. Je vais également te donner ma vision globale du marché parce qu'on est dans un contexte qui n'est pas anodin en ce moment. Allez, c'est parti. Avant de rentrer dans le détail de mes positions, je dois te poser le décor. Parce qu'on ne peut pas parler d'investissement sans parler du contexte dans lequel on évolue. Et franchement, actuellement, le contexte, il est tendu avec le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Le détroit d'Ormuz, il est toujours bloqué. Ça provoque des conséquences directes du coup sur le prix du pétrole parce que le pétrole il a pris à plus 75% depuis janvier et plus de 115% si on prend le plus haut. Comme tu peux le voir ici, je te mets le graphique, ici 75% c'est ce qu'on est actuellement et le au plus haut il était à plus 115% depuis janvier. Donc c'est assez énorme. Et le risque derrière ça, c'est d'avoir un choc inflationniste. Et ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'un choc inflationniste, c'est très mauvais pour les marchés financiers. Parce que le choc inflationniste et l'inflation en général, c'est l'ennemi numéro un des banques centrales. Parce que quand il y a de l'inflation, les banques centrales vont stopper leur baisse des taux, voire peut-être même augmenter leurs taux. Donc il faut faire très attention à ça, ça va restreindre la liquidité sur les marchés et ça va amener forcément de la pression haussière du coup sur les monnaies fiduciaires et de la pression baissière sur les actifs à risque. Après maintenant, si tu regardes les indices globaux, donc on va parler du S&P 500 et du S&P 500, du S&P 500 pardon et du Nasdaq. Donc sur le S&P 500, tu peux voir qu'on a perdu à peine 5% depuis le plus haut historique, ce qui est vraiment très peu. Et sur le Nasdaq, on a perdu environ 7%, je crois qu'aujourd'hui c'est encore un petit peu baissé, entre 7 et 8% globalement sur le Nasdaq. Et franchement, la baisse est plutôt mesurée et c'est en grande partie grâce à Donald Trump qui fait vraiment une communication médiatique axée sur le fait que la guerre ne va pas durer très longtemps, que tout va rentrer dans l'ordre et pour essayer de maintenir les marchés financiers justement en haut. Mais selon moi, ça ne va pas tenir longtemps et je pense qu'on va voir un retracement plus profond dans les semaines à venir. Donc, on est dans une phase où il faut être très sélectif, patient et surtout bien choisir ses entrées. Et c'est exactement ce que je vais te montrer aujourd'hui. On va commencer par le Bitcoin. J'ai acheté le Bitcoin à un prix moyen de 66 000 dollars. Honnêtement, c'est une entrée plutôt correcte. Je suis en profit actuellement, mais globalement, je reste baissier à court terme. J'ai investi un peu moins de la moitié de mon budget alloué au Bitcoin. Et pourquoi? Parce que j'attends un retracement de ma zone d'achat pour le reste de mes liquidités pour le Bitcoin. C'est entre 48 000 et 60 000 dollars que je voudrais acheter le plus de Bitcoin possible. Si on regarde le price action du Bitcoin en ce moment, ça ressemble fortement à ce qu'on a vécu pendant le dernier cycle de 2022. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, si vous voulez, on a eu un rallye haussier, stagnation. Ça, on ne l'avait pas trop eu en 2022. Haussier, et ici, on a venu faire un peu une sorte de top et un deuxième top légèrement plus haut que l'autre top. Et puis après, on a corrigé. Et après, derrière, comme vous voyez, on a fait une baisse, stagnation, baisse, là, stagnation. Et normalement, je pense qu'on va enchaîner avec une baisse parce que regardez, si je vous montre, hein, on est monté, petite stagnation qui a duré beaucoup moins longtemps ici par rapport à ici, d'accord. Derrière, on a explosé, on est revenu sur ce niveau-là, comme ici. Après, derrière, on est venu re-exploser pour faire un autre ATH juste au-dessus de celui-là. Ok. Du coup, c'est exactement ce qu'on a fait là. Après, derrière, on a corrigé. On a corrigé ici. C'est exactement ce qui s'est passé dans les deux patterns. D'ailleurs, on est remonté doucement en stagnant. On est remonté doucement en stagnant. Et après, on a eu une correction comme ça. Et derrière, on a restagné. Et on a enfin trouvé le bottom après. Okay. Donc, c'est à peu près ce qu'on a fait. Et là, je pense qu'on devrait trouver le bottom d'ici la fin d'année. Dans cette zone fameuse où j'ai mis la zone d'achat, du coup, entre les 60 000 et les 48 000 dollars. Donc l'objectif, c'est de construire une position dans cette zone d'achat entre 60 000 et 48 000 dollars. Donc si on part du principe que j'ai un prix moyen à 60 000 dollars, honnêtement, je vais pouvoir sans doute avoir mieux. Et je pourrais viser un plus de x2 sur 2 à 3 ans maximal, ce qui fait de très bonnes performances annuelles, plus de 30% annuelles. C'est exactement à peu près les genres de moves que je veux faire sur mon portefeuille. Et il faut se dire également que le prochain halving du Bitcoin, il est prévu pour 2028, d'accord. Pendant qu'on parle du Bitcoin, je vais te parler de MicroStratégie. Donc Stratégie, c'est une entreprise qui est
cumule grandement du Bitcoin. C'est l'entreprise de Michael Saylor si tu la connais pas. Franchement, c'est vraiment très corrélé au Bitcoin et c'est même du Bitcoin à levier comme je t'ai mis ici. Parce que quand Bitcoin va baisser, MicroStrategy va perdre encore plus que Bitcoin. Il faut se dire que Bitcoin actuellement, il a perdu. Depuis ses sommets, actuellement, Bitcoin, il a perdu 44%. Si on regarde l'action de MicroStrategy, depuis ses sommets, on va prendre celui-là, on va pas prendre la mèche en haut. Elle a perdu 70%. Donc, et encore, j'ai pas pris le plus haut vraiment. Donc ça montre bien que MicroStrategy, ça corrige encore plus que le Bitcoin. Okay, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me débarrasser de cette action. Et après un beau profit de 17% en moins d'un mois, donc j'avais pas vraiment de raison de la garder. Faire 17% en un mois, c'est très bien, ça reste un bon profit. Et du coup, j'avais envie de me positionner sur d'autres actions, notamment une que je vais te partager dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Mais j'avais pas envie de rester exposé doublement sur le Bitcoin. Et là, on attaque ma grosse position de la semaine, un achat que j'ai effectué cette semaine du coup sur Pernod Ricard et j'ai mis en place un DCA agressif sur les prochaines semaines sur Pernod Ricard. Là, on attaque ma grosse position de la semaine. J'ai exécuté un achat à plutôt long terme sur Pernod Ricard, tout simplement parce que l'action est selon moi sous-valorisée. On va voir fondamentalement ce qui se passe maintenant. Du coup, on peut voir que le prix a bien dévissé. On y reviendra plus tard, mais on va d'abord commencer par la fondamentale. Donc, premièrement, Pernod Ricard, ils font entre moins 5 et moins 6% de chiffre d'affaires. Donc, c'est assez impressionnant et c'est mauvais. Mais quand on creuse, c'est principalement dû à la Chine et aux États-Unis. On sait que les États-Unis, il y a les tarifs douaniers et tout, ça ne doit pas aider. C'est surtout un problème au final de stock distributeur plutôt qu'un effondrement de la demande finale. En fait, le business de Pernod Ricard, c'est du sell-in et donc ça repose beaucoup sur le fait que est-ce que les distributeurs ont beaucoup de stock ou pas. Et là, ils en avaient beaucoup. Du coup, le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de recommander chez Pernod Ricard et du coup, pas de chiffre d'affaires généré pour Pernod Ricard. Aussi, on entend beaucoup que la génération Z ne boit plus d'alcool, mais en fait, c'est partiellement vrai. C'est surtout un effet d'âge. Ils n'ont pas encore l'âge légal. Je rappelle, la génération Z, c'est entre 14 et 29 ans. Donc, ils n'ont pas, pour la majorité, l'âge légal. Également, ils n'ont pas les revenus pour consommer parce que vu qu'ils sont plus jeunes, ils ont moins d'argent. Du coup, ils peuvent moins consommer. Et c'est surtout pas un choix idéologique. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas boire qu'ils n'achètent pas. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens ou pas les conditions requises pour pouvoir acheter. Et justement, le marché il s'adapte parfaitement avec des ready to drink. Ils sont en croissance sur ce domaine-là et c'est un domaine vraiment en croissance au global. Maintenant, on va passer sur les chiffres. Donc quand même, Pernod Ricard, ça continue de faire 1,2 milliard de free cash flow, ce qui est énorme. 7% de dividendes qui vont être versés en juillet, couverts par le cash et pas par la dette. Ça, c'est hyper important de le notifier. Et on a un PE ratio inférieur à 12. Si je vous mets sur mon graphique, on peut voir que le price to earning ratio est vraiment inférieur à 12, donc 11,8. Et le PE ratio inférieur à 12, ça veut dire que la market cap est égale à moins de 12 fois le bénéfice annuel. Donc c'est vraiment ridicule pour un leader du marché. Donc tu comprends que l'action, elle est quand même sous-évaluée avec tout ce que je t'ai donné comme élément. Également, si on regarde graphiquement, c'est plutôt très intéressant. On va aller sur le graphique de Pernod Ricard ici, mais c'est plutôt très intéressant. J'avais identifié cette zone depuis un moment et au final, on est allé la chercher. Ça fait déjà quand même plusieurs mois que j'attends cette zone, honnêtement, et c'est très intéressant parce qu'on est dans une super zone pour pouvoir acheter graphiquement. J'estime que toute cette zone-là, elle est faite pour être achetée. J'ai fait un premier achat aux alentours d'ici, mais je ne suis pas fermé à en faire plein d'autres. Pendant cette baisse, peut-être que ça peut encore baisser potentiellement moins 40%, mais je suis prêt à garder mes actions et à racheter pendant ce temps-là. Il faut bien avoir une gestion de risque adaptée. Maintenant, on va voir un peu mes objectifs, ma vision. Donc, je vois mal comment on fait moins de 15% par an avec les dividendes. Je te rappelle, il y a 7% de dividendes. Donc, je ne vois pas comment on va faire moins de 15%, à part si l'action vraiment crache complètement, mais je trouve ça très peu probable. Qu'on fasse moins de 15% du coup avec les dividendes, donc ça fait à peu près 8% de rendement plus les dividendes. Franchement, je vois mal comment on fait ça et honnêtement, personnellement, je vais venir viser entre 20 à 30% par an avec les dividendes sur cette action sur les 3, 4, 5 prochaines années. Et surtout, je vais continuer à acheter toute la baisse en DCA agressif, surtout tant qu'on reste dans cette fameuse zone verte. J'achète 2 fois par mois et j'aime
aussi cet actif parce qu'il me diversifie hors de la tech, pour être honnête. La tech, c'est bien, mais à un moment, il faut équilibrer un portefeuille, franchement. Si tu es encore là, ça veut dire que tu sais que je suis la meilleure personne pour t'aider dans tes investissements. Si tu veux, tu peux réserver un appel via le premier lien en description. On fera un point sur ta situation et également, je te donnerai une roadmap que tu pourras appliquer directement. Il n'y a aucune obligation, de toute façon, on continue la vidéo. Maintenant, on arrive sur la dernière position et franchement, c'est peut-être celle qui m'excite le plus d'en parler, peut-être, parce que j'ai commencé un DCA, du coup long terme quand même aussi, sur PayPal. J'achète 2 fois par mois à intervalles réguliers actuellement. Peu importe le prix si ça baisse, par contre pas si ça monte, bien sûr, je couperai mon DCA si ça monte. Et je garde cette position jusqu'à nouvel ordre. Donc j'ai commencé à acheter du PayPal entre 45 et 30 dollars. Je commence à acheter. Il y a moins 85% depuis le sommet 2021 sur PayPal. C'est une action vraiment sous-valorisée selon moi. Pour se représenter ce que ça veut dire que si tu avais investi 10 dollars en 2021, il te resterait actuellement plus que 1,5 dollars en 2026. C'est vraiment le genre de correction qu'on voit sur les boîtes qui sont en train de mourir. Sauf que PayPal, quand même, ça a des centaines de milliards de transactions chaque année. Ça génère toujours un bénéfice de 5 milliards net annuels. Ce n'est pas, du coup, une entreprise en faillite, c'est juste une entreprise que le marché valorise comme si elle allait disparaître. Et du coup, ça, on va voir le vrai problème de PayPal maintenant sur le côté fondamental. Le premier, c'est que le parti en checkout, ce qu'on appelle le parti en checkout, le branded checkout, c'est le bouton PayPal que tu vas pouvoir voir sur les sites marchands, par exemple. Il n'y a pas d'intermédiaire, c'est la marge maximale. Et ce segment, il est en train de décélérer. Il a fait plus 6% en 2024, puis plus 4% en 2025, et maintenant plus 1% au dernier trimestre. Pendant ce temps, le volume global des transactions monte, mais simplement via des canaux moins rentables. Il faut également se dire qu'on a une concurrence qui est très accrue, avec énormément d'opposition en face, comme avec Apple Pay, Stripe, Google Pay. Donc tout ça, ça complique forcément la valorisation de PayPal. Néanmoins, je décide quand même d'acheter malgré ces éléments qui sont pas super beaux, pour plusieurs facteurs. Il y en a 3 principaux. Le premier, c'est le buyback. Franchement, PayPal, il rachète ses propres actions entre 2 et 5 milliards d'euros par an. De dollars par an, avec une market cap de 40 milliards, ça fait entre 5 et 12,5% par an. Parce qu'il faut quand même se recontextualiser. Sur l'action PayPal, on va aller dessus tout de suite. On est quand même vachement bas. On est sur une zone intéressante également, ma zone verte que j'ai mis ici, qui est plutôt pertinente, je pense. Et justement, si on regarde la capitalisation boursière, on peut voir qu'on n'est qu'à 39 milliards de capitalisation boursière. Franchement, c'est pas sérieux pour une entreprise qui fait 5 milliards de bénéfices nets annuels. Si on regarde le PE ratio, on peut voir un PE ratio égal à 8, ce qui est très faible pour une entreprise US. Pour vous donner un indicateur, on est souvent entre 15 et 20 au niveau du PE ratio. Et pour les entreprises très grandes, tech, etc., ça va plutôt être entre 25 et 40. Donc vraiment, on a vraiment une sous-valorisation, selon moi, de PayPal ici. Également, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'actif, du coup, comme je vous l'ai dit, il est en survente. On s'approche des 32 RSI, qui est généralement, franchement, cet indicateur marche très bien en weekly. On est sur les 32 RSI, et même en monthly, c'est encore plus efficace. Là, on est en monthly, on est sur les 32 RSI, et généralement, ça amène des rebonds à ce niveau-là. Okay, quand on atteint les 32 RSI, ça veut vraiment dire qu'on est survendu, et généralement, on a un gros ralentissement de la baisse là-dessus. Donc les risques, il faut les nommer, c'est le nouveau management. Premièrement, il y a 2 chemins possibles. Donc soit ils vont continuer de faire des buybacks, ou soit ils vont décider de réinvestir tous leurs bénéfices pour conquérir, ou même pour reconquérir plutôt, des parts de marché face à Apple Pay et Stripe. Et si ça échoue, donc les bénéfices vont baisser, et également ils ne vont pas faire plus de chiffre d'affaires et les buybacks vont s'arrêter. Ça serait un scénario entre guillemets catastrophe. Et le deuxième risque, c'est les agents IA. Ça pourrait effectuer des paiements de façon autonome sans jamais passer par PayPal. Mais honnêtement, ça pour moi, c'est plus de la peur qu'autre chose pour le moment. Et surtout, c'est déjà, on va dire, intégré dans le prix parce que PayPal, comme je vous l'ai dit, se valorise à 8 fois seulement les bénéfices, ce qui est vraiment ridicule. Donc je vous ai fait plusieurs objectifs. Donc j'ai le scénario de pessimiste, le scénario de base et scénario optimiste. Donc le scénario pessimiste, c'est vraiment si tout ce que je vous ai dit de mauvais juste avant
se fait. C'est-à-dire qu'ils réinvestissent les bénéfices et qu'en plus de ça, ils arrivent à reconquérir 0 part de marché avec ça. Ils ratent totalement leur repositionnement ou tout ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, ça pourrait amener 0% de hausse ou de la baisse. Par contre, le scénario qui est selon moi de base, c'est d'aller rechercher du 14% par an sur PayPal. Et un scénario optimiste, ça serait 20% par an. D'accord ? Faut se dire quand même qu'il ne faut pas grand-chose. Je ne pense pas qu'on va aller chercher de nouvelles ATH maintenant sur PayPal avant un long moment parce qu'une nouvelle ATH, c'est très très loin. Hein. Si on regarde la valorisation ici, on était clairement surévalué sur PayPal au moment de l'ATH, mais si on regarde, on est à 600%, c'est un x7. Donc x7, bien sûr qu'on ne va pas aller chercher. Par contre, je pense vraiment qu'on peut aller au moins chercher 75% et potentiellement entre 2026 et 2028, on pourrait aller chercher ces fameux 100%. Je pense vraiment que c'est possible, honnêtement. Donc voilà pour cette semaine. On a couvert le contexte géopolitique du détroit d'Ormuz avec le risque inflationniste qu'il amène. J'ai vendu mes bénéfices du coup de MicroStrategy avec plus de 17% en un mois. J'accumule du Bitcoin entre 48 000 et 60 000 dollars. J'ai ouvert du coup une grosse position sur Pernod Ricard aux alentours de 68 euros, même si j'en ai déjà rajouté, donc ça rajoute encore un peu le prix à la baisse. Et j'ai commencé un DCA sur PayPal. Tant qu'on n'a pas de hausse du prix, bien sûr, je le maintiendrai. Comme toujours, ce que je te partage ici, c'est ma propre analyse, donc fais bien tes propres recherches. C'est absolument pas un conseil en investissement. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse un like, c'est gratuit pour toi et ça m'aide énormément à continuer à créer du contenu. Et si tu veux aller vraiment plus loin, construire un portefeuille structuré et viser plus de 20% par an, je t'invite à booker un call via le premier lien en description. Ça n'engage à rien, on fera un point sur ta situation et je t'offrirai une roadmap totalement gratuite. En tout cas, je te dis à très vite. C'était Maël. Ciao.